Kinshasa s'insurge contre les accusations de corruption et de malgouvernance relayées par la RFI concernant le rapport d'audit de la Cour de comptes européenne à propos de l'aide accordée par l'Union européenne entre 2003 et 2011. Pour Lambert Mende, les autorités congolaises ne participent aucunement à l'affectation et à la gestion de ces fonds. L'avant-concertation nationale ne sera pas égale à la période d'après. Les concertateurs confirment que la Constitution n'a pas été touchée et elle ne laissera point. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de Médias et Communications ainsi que porte-parole du gouvernement a tenu ce mercredi 2 octobre 2013 un point de presse au cours duquel il a recadré les choses, notamment concernant les personnes entrées au Nord Kivu à partir du Rwanda, présentées par le M23 comme de réfugiés congolais de retour dans leur pays. Mende Malanga s'est aussi apaisanti sur le rapport de la Cour de comptes de l'Union européenne en rapport avec l'aide accordée à la République démocratique du Congo depuis 2003. Alain Kiouka et Blaise Lunda. L'aide de l'Union européenne à la RDC entre 2003 et 2011, évaluée à près de 2 milliards d'euros, fait jaser. Ce mercredi, c'est RFI qui a fait écho du rapport d'audit de la Cour de comptes européenne en parlant d'une affectation hasardeuse et d'une mauvaise gestion systémique de cette aide. Et pourtant, à en croire le porte-parole du gouvernement congolais, la responsabilité de l'échec incombe exclusivement à la Commission européenne, car les autorités congolaises n'ont été associées ni de loin ni de près à cette gestion. Ce que nous contestons dans la dénonciation qui est faite par la Cour des comptes européenne, c'est cet amalgame qui laisse croire que les autorités de la République démocratique du Congo partagent en une façon ou une autre la responsabilité de ce gaspillage que l'on dénonce, alors que depuis, avant même notre avènement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont amené l'Union européenne à éloigner les partenaires congolais de cette gestion. Non, nous avons trouvé ce schéma-là. C'était depuis les années Mobutu qu'on a décidé que les partenaires européens devaient faire tout pratiquement à la place des partenaires congolais, et lorsqu'ils ne peuvent pas, ils confient ça aux ONG qui viennent toujours de l'Europe. À propos de 2000 civils présentés par les éléments du M23 comme des réfugiés congolais venus du Rwanda, Lambert Mende a exprimé son étonnement. Notre gouvernement tient dans un premier temps à marquer sa surprise parce qu'il n'a jamais été informé d'un mouvement de retour de réfugiés sur cette partie du territoire. Et l'aurait-il été que le gouvernement congolais aurait orienté ses compatriotes de retour vers un site moins dangereux en termes de sécurité qu'une zone occupée par diverses forces négatives, y compris le M23. Ces personnes non autrement identifiées se seraient installées à Chenguerero et Djomba à Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Dossier à suivre. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la non-violence. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré que la non-violence n'est ni inerte ni passive. Cette déclaration a été lue lors de la conférence hebdomadaire avec la MONUSCO. On fait le point avec Patricia Amouli sous les images de Djouzen Belebele. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont séjourner ce week-end à Kinshasa. La précision a été donnée à la presse par Madno Djemunoubaï, porte-parole de la MONUSCO. La délégation du Conseil de sécurité arrive à Kinshasa ce 4 octobre. La délégation sera à Kinshasa et va ensuite se rendre à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. La délégation vient bien entendu pour rencontrer les autorités de ce pays, échanger avec elles sur les sujets de l'heure qui intéressent les deux parties. Concernant la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur le respect de l'accord cadre, Madno Djemunoubaï indique qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les groupes armés. La position des Nations Unies et de la communauté internationale est très claire. Il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de prime pour ces criminels qui s'adonnent à des activités allant contre le droit de l'homme et que l'on a très bien identifié.
Et ça, c'est la position de la communauté internationale. Sur le plan sécuritaire, les informations font état d'incursions vers Djomba via Rwanda des réfugiés pour renforcer le M23. Le colonel Félix Prosper Basse dit n'avoir pas d'informations à ce sujet. Évidemment, nous en avons eu écho comme tout le monde, particulièrement par les différents médiums de la place. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons ni certifier ni infirmer cette information-là. Toutefois, Pinga dans le Nord Kivu fera bientôt partie de l'agenda de la MONUSCO vers l'insécurité qui a élu domicile. 2 soldats du bataillon tanzanien décédés dernièrement lors des affrontements avec le M23 à Kibati ont été honorés mardi 1er octobre au cours d'une cérémonie d'hommage au quartier général de la MONUSCO à La Gombe. Ces casques bleus ont trouvé la mort alors qu'ils combattaient pour la protection de populations civiles, notamment à Goma. Mami Tombe. Bati, voulant à tout prix sécuriser la population face aux menaces du M23. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, estime qu'il faudrait privilégier et renforcer la solution politique. Et j'appelle aux forces de M23 de trouver une solution politique. Et nous sommes ici de combattre, mais aussi de trouver la solution politique. Mais si on est porté de combattre en solidarité avec les forces armées congolaises, de restituer l'autorité de l'État, on va le faire. Puis est venu le moment de dépôt de gerbes de fleurs, à commencer par le chargé d'affaires de la Tanzanie, Amédi Mugaza, suivi du commandant de la force de la MONUSCO, le général Santos Cruz, et du chef de la mission onusienne. Les victimes sont tombées sous le drapeau de l'ONU au sein de la MONUSCO au service de la paix. Chapeau bas. François Mwambati Chimbi, coordonnateur du mécanisme national des suivis des accords de paix d'Addis Abeba, a reçu aujourd'hui en audience le représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union européenne en République démocratique du Congo, M. Emmanuel Ndoumé-Nze, et ensemble, ils ont parlé du retour de la paix, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Odon Joseph Bongambo sur les images de Précieux Mangonzoï. Toutes les batteries sont en marche pour assurer les retours réels de la paix dans la partie est de la RDC. Mwambati Chimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords cadres d'Addis Abeba, s'est entretenu mercredi 2 octobre avec Emmanuel Ndoumé-Nze, représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine à RDC. Les efforts sont déployés à tous les échelons pour la paix et l'Union africaine salue les initiatives multiples de Kinshasa à cet effet. Mais qu'est-ce que la RDC peut attendre de la Commission de l'Union africaine? Disons que d'après l'accord cadre d'Addis Abeba, l'Union africaine, comme d'autres partenaires, a été désignée comme garant de l'accord. Donc nous sommes disposés à accompagner le mécanisme, la RDC à travers son mécanisme pour remplir toutes les missions qui lui ont été assignées. À ce jour, il faut dire que la Commission de l'Union africaine apporte un soutien considérable pour appuyer les mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, structure créée par les gouvernements afin d'assurer la paix. Vous avez corrigé avec nous qu'il s'agit là du représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine et non de l'Union européenne, M. Emmanuel Ndoumé-Nze. Alors, puisqu'on en parle, doit-on, oui ou non, continuer avec les négociations de Kampala? La question reste posée, mais de partout, même au niveau des Nations Unies, la hiérarchie exige la fin de pourparlers pour le retour de la paix. Suivez encore une fois Odon Joseph Bongambo. Les négociations de Kampala se poursuivent en Ouganda et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté les deux parties à s'activer pour clôturer les travaux. C'est un rapport qui, à mon avis, voudrait simplement dire qu'on ne puisse pas donner une sanction autre que la sanction négative à tous ceux-là qui sont en train d'écumer les populations congolaises à l'est du pays. Et c'est de cette façon-là que Ban Ki-moon s'inscrit dans la logique de sanctionner tout ce qui est comme violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs, vous savez, le programme de notre gouvernement aussi insiste sur l'impunité. Je pense à mon avis,
que le commentaire des Ban Ki-moon a sa raison d'être, parce qu'il ne faut pas donner des primes au M23 par exemple. Le M23 reste pour l'ONU et pour l'opinion internationale une force négative. Si on le fait justement dans le sens de la mener à comprendre qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à garder les armes, à continuer à faire la guerre au moment où toute l'opinion nationale et même internationale voudrait que les M23 puissent déposer les armes. Donc je pense qu'il faut encore insister pour demander à ces gens de cesser avec leurs idées, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de faire la guerre de la poudre, mais la guerre d'idées. Kinshasa a prouvé sa bonne volonté pour le retour de la paix. La RDC, victime de sa bonne foi, devrait être aidée par la même communauté internationale qui, en 1994, lui a imposé d'accueillir les autres sur son sol. Nous sommes là à la veille de la plénière tant attendue pour les concertations nationales au Palais du Peuple après le dépôt de tous les 5 rapports synthèse de 5 thématiques retenues. Les participants de tous bords déclarent leur satisfaction par rapport au travail abattu. Mami Tambou et Blaise Lunda. Les concertations nationales doivent déboucher sur des résolutions qui conduisent la RDC vers le lendemain meilleur. À la thématique gouvernance démocratique et réforme institutionnelle, il s'est agi de réfléchir mais pas toucher ou changer une quelconque disposition constitutionnelle. Tout cela est faux. J'ai assisté à tous les travaux de notre groupe thématique. On n'a jamais parlé de la modification ou de la révision de la Constitution. Tout cela est faux. Je ne veux pas m'attarder sur quelque chose qui n'existe pas. Tout cela est faux. Nous n'étions pas chargés pour aller parler de la révision, de la modification de la Constitution. Et le président de la République l'avait dit dans son discours. Nous n'allions pas nous substituer au souverain primaire. Donc tout cela est faux. Même si l'on ne peut pas tout obtenir, mais plusieurs opposants politiques sont fiers de leur participation. On est tous tombés d'accord qu'on respecte strictement les termes selon lesquels on ne peut pas toucher à la Constitution. Le président Etienne Tshisekedi, UPC, Thomas Lubaga, qui ont fait 8 ans en prison de Ndolo, sans procès, soit libérés sans autre forme de procès. C'est le groupe BD. Il est effectif au moment où je vous parle. Le groupe BD a quitté la prison Ndolo. Nous les avons eu au téléphone le même jour qu'ils ont quitté la prison. Mais qu'adviendra-t-il alors? Pour le suivi. Mais tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que avant concertation nationale ne sera pas comme après concertation nationale. Ça, c'est évident. Les Congolais appellent de tous leurs vœux la paix pour honorer le testament du Père Boka, vivre dans la paix et bâtir un Congo plus beau qu'avant. La bonne gouvernance doit être aussi vivable dans les différents ports de la République démocratique du Congo, touchant en partie les attributions du ministère dirigé par Mendeo Malanga de l'initiation, voulais-je dire, à la nouvelle citoyenneté. Cette recommandation a été également évoquée chez le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, Africa Mujinga et Pito Matondo pour le détail. Faisant les points de sa mission en juin dernier, le ministre en charge d'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, a présenté au vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, une matrice assortie des recommandations ou actions à entreprendre par les ministères et services impliqués. Des tracasseries, barrières ont pour effet direct la flambée des prix des biens des consommations et la réduction du pouvoir d'achat de la population et l'insécurité pour le climat des affaires. Aujourd'hui, il a été question de mettre en œuvre la réponse de l'État pour mettre fin une fois pour toutes à ceux qui le défient en violant la sécurité des citoyens, en multipliant les taxes et les tracasseries contre nos populations. Et pour une bonne gestion efficace et rentable des ports fluviaux, le vice-premier ministre, ministre du budget, a instruit le gouvernement provincial de Kinshasa, représenté par le vice-gouverneur Clément Bafiba, de lancer une réflexion sur la gestion, la rentabilité et l'efficacité d'une trentaine de ports qui comptent la capitale. Toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, la cimenterie de Lukala, qui déversait sur le marché congolais plus de la moitié de l'offre du ciment, soit près de 400 000 tonnes,
par an fait face désormais à une demande de plus en plus forte. L'entreprise doit aujourd'hui importer pour compenser ces manques et satisfaire les besoins estimés à plus ou moins 900 000 tonnes par an. Nous sommes donc le groupe Heidelberg Cement, partenaire dans Silou depuis 3 ans. Et nous avons essayé d'opérer les 3 usines, parce qu'il n'y a pas qu'une usine. Il y a l'usine de Lukala, que vous connaissez, qui a effectivement une capacité d'environ 400-450 000 tonnes, et qui tourne bien. Et nous avons aussi les unités de Katana et de Kalimi. Saisi ce mardi 1er octobre 2013, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a laissé entendre au cours d'une audience que le gouvernement est disposé à offrir les facilités pour faire vivre l'industrie locale. Le ministre de l'économie qui conduisait la délégation des Silou a fait part de la politique du gouvernement qui insiste à anticiper et à faire des projections afin de venir à bout des difficultés. Et c'est depuis le lundi 30 septembre 2013 que le médecin a repris du service dans les différents hôpitaux de la République démocratique du Congo après avoir passé 3 semaines de grève pour revendiquer leurs droits. Suivez ces commentaires signés par Popol Jakiao. Suite au mot d'ordre donné par les bureaux exécutifs du SINAMED, les disciples d'Hippocrate ont repris les services ce lundi 30 septembre à 7 h dans tous les centres publics. Nous avons repris le travail depuis hier à 7h30. D'ailleurs, comme vous me voyez là, le docteur Ngoboka, le sectionnaire principal adjoint de l'hôpital général de Kinshasa, exerçant le poste d'intérimaire du titulaire. Je tiens à vous informer, à vous confirmer que réellement, à l'hôpital général de Kinshasa, le travail a repris. D'ailleurs, comme vous me voyez, je fais la garde. Je suis à l'hôpital depuis hier matin. Jusqu'à maintenant, là, on est en train de faire le tour des salles. Donc, nous avons repris avec le mot d'ordre de notre bureau exécutif national. Certes, on ne peut pas être satisfait à 100%, mais les pourparlers continuent entre notre bureau exécutif national et le gouvernement ainsi que la présidence. Donc, nous savons que avec les autorités du pays, on trouvera toujours bien des causes. Voilà pourquoi nous avons repris le boulot. Pendant ces moments de grève observés par le médecin, l'on a enregistré bon nombre de décès. Il revient donc au gouvernement de respecter sa part des contrats, enfin de ne plus connaître des grèves à répétition. Gouvernement encore, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengu, a eu à discuter lundi 30 septembre 2013 avec une délégation des investisseurs chinois spécialisés dans les traitements du VIH-Sida à base de plantes. Les responsables de la société Ashikan comptent mettre à la disposition des Congolais leur expertise en la matière. Patricia Amouli, Patricia Molengo Mbolekuni et Pepito Matondo. Ces investisseurs chinois voudraient investir dans les domaines de la pharmacie. Ils ont pris langue avec le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengu, pour la concrétisation de ce projet. Ils espèrent donc avoir toutes les opportunités possibles en vue d'investir en République démocratique du Congo une usine de fabrication de médicaments pour soigner le VIH-Sida. Nous sommes venus ici expressément pour essayer de venir présenter nos produits, nos produits pharmaceutiques ici au Congo démocratique, particulièrement les produits de la lutte contre le sida. C'est que nous sommes venus présenter ici. Nous avons fini tous les contacts nécessaires que nous devons avoir avec tous les domaines du gouvernement et de ces pays. Alors là, maintenant, nous allons venir vite nous installer pour... Le vice-ministre a rassuré à ses hôtes que le terrain d'investir est approprié et tout sera mis en œuvre pour que la société Ashikame de la Chine populaire soit installée en République démocratique du Congo. Un cadeau a été remis au vice-ministre pour resserrer le lien d'amitié entre la République démocratique du Congo et la Chine populaire. Nous allons lire ces communiqués venant du groupe de presse L'Avenir qui a le profond regret d'annoncer au public et à la famille communicationnelle le décès de Madame Divine Afambaki, journaliste et reporter à la rédaction TV de la chaîne de télévision RTGA, mort survenu le dimanche 29 septembre 2013 des suites d'une courte maladie. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, est prévue pour le vendredi 4 octobre 2013 à 12 h. Après une escale de 20 minutes dans l'enceinte de la RTGA,
Les corps sera exposé dans la salle Bonsomi située sur l'avenue Kabambar en diagonale de la maison communale de Barumbu. L'inhumation, elle, interviendra le samedi 5 octobre 2013 au cimetière de Mitindi à 13h. Pour le groupe L'Avenir, Madame Christelle Mwabilou Midagou, administrateur délégué général. Et nous allons à présent compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés par Polydore Ngaziami. Dans sa parution de ce mercredi 2 octobre, Forum des As s'attarde sur le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la crise à l'est de la RDC. C'est hier, écrit-il, que Ban Ki-moon l'a présenté au Conseil de sécurité après bien sûr la réunion d'évaluation de l'accord cadre tenu récemment à New York. D'entrée de jeu, indique le journal, il a rejeté toute amnistie en faveur du M23 dont les actions causent des désastres dans la population civile au Nord Kivu. Sur le plan diplomatique, fait savoir le quotidien Les Dépêches de Brazzaville, l'espoir d'un accord final s'effrite à Kampala. Les discussions achopperaient sur 3 questions principales, à savoir la réintégration des rebelles du M23 au sein des FARDC et le devenir des leaders politiques de la rébellion. Sur les terrains, affiche la référence plus, 200 familles rwandaises sont en train de s'implanter dans la zone contrôlée par le M23. Il s'agit d'une alerte de la société civile du Nord Kivu, dont la coordination provinciale dénonce le recensement par le M23 des maisons et champs dont les propriétaires sont en fuite pour être confiés aux Rwandais venus de la Tanzanie. Ces Rwandais, note le quotidien essentiellement Tutsi, sont en train d'être formellement escortés par les militaires de la Rwanda Defense Forces, RDF, avant d'être accueillis et installés à Shengerero et à Bunagana, Kibaya, par le M23. Le mouvement rebelle reconnaît bel et bien l'arrivée de ces 200 familles rwandaises à Shengerero, écrit de son côté le guide, mais préfère mentir sur leur nationalité et leur provenance. Ce sont des familles de Tutsis congolais qui avaient fui les persécutions dont ils étaient victimes au Nord Kivu pour se réfugier au Rwanda, trompe Amani Kabasha, porte-parole civile du M23. Pour le guide, les éléments supplétifs de l'armée rwandaise cherchent simplement à gonfler leur population dans l'occupation de la partie orientale du pays, pressentant leur désarmement approché avec la fin imminente des pourparlers de Kampala. Concertation nationale enfin, c'est demain jeudi que se tient la grande plénière. Mais des bruits courent déjà dans le couloir du Palais du Peuple sur la révision constitutionnelle par voie référendaire. Une suggestion qui suscite déjà des empoignades, fait remarquer au Forum des As. Au sujet de l'épineuse question du gouvernement consensuel, indique La Prospérité, la dite grande plénière va trancher demain jeudi. Toutefois, ajoute-t-il, le dernier mot reviendra à Joseph Kabila, dont le pouvoir discrétionnaire reste entier en cette matière. Fin de cette revue de presse, le prochain rendez-vous c'est demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal également. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.